Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le musée Unterlinden de Colmar, que sans doute certains d'entre vous connaissent, mais peut-être qu'ils le connaissent il y a quelques années. Avant la restauration du retable d'Isenheim, qui est la pièce maîtresse la plus connue, et aussi avant son extension et sa modernisation, qui est intervenue récemment, puisqu'elle a été inaugurée en 2016. Alors pour ma part, j'avais visité le musée lui-même il y a probablement 20 ans, je dirais, à la louche, une première fois, puis j'étais revenu peut-être une dizaine d'années après, au cours des années 2000, me semble-t-il. Je n'ai plus très bien les années en tête. En tout cas, je l'ai redécouvert à la fin de cet été, à l'occasion d'un voyage dans la région, et donc j'ai été absolument émerveillé par la restauration du retable, et donc je me suis dit, tiens, ça serait peut-être une idée de retour d'expo pour vous, et puis en même temps, l'extension elle-même, le travail fait par les architectes au niveau de l'extension m'a paru tout à fait remarquable et intéressant, et donc voilà, j'ai décidé de faire aujourd'hui, à propos de cette visite, appuyer sur deux points forts, le retable d'Isenheim et l'extension moderne du musée. Voilà les deux points d'intérêt principaux de mon topo d'aujourd'hui. Alors un mot quand même sur le musée lui-même, dont vous voyez ici quelques images, donc quelques façades. Alors là vous voyez par exemple la façade, la chapelle où se trouve le retable d'Isenheim, chapelle qui fait partie donc de l'ensemble conventuel, qui était un couvent rattaché à l'ordre des dominicains, fondé au XIIIe siècle, et dont la chapelle a été consacrée à ce moment-là. Vous verrez qu'elle est de style gothique, qui est le style de l'époque, donc. Et ce monastère donc a connu le sort de la plupart des monastères en France au cours des divers siècles de l'Ancien Régime. Vous savez que souvent ils sont entrés un peu en décadence, ils ont vu leurs effectifs de moines diminuer progressivement, au point que certains d'entre eux étaient pratiquement à l'abandon à la veille de la Révolution, lorsque la République, enfin en tout cas pas encore la République, mais l'Assemblée nationale a décidé de nationaliser précisément, même si le mot n'était pas encore utilisé, les biens du clergé pour financer l'État à ce moment-là. Et donc, selon le sort commun, ce couvent a été donc transformé en bien national et il est devenu la propriété de la ville de Colmar, qui l'a, comme beaucoup d'autres abbayes ou monastères, transformé en hôpital militaire, puis en caserne elle-même, un peu comme si je me souviens bien, le couvent des Ursulines à Tarbes, l'ancien couvent des Ursulines, là où se trouve aujourd'hui la cité Rothschild face aux archives départementales. C'est exactement le même scénario qui s'est passé fin 18e et début 19e. Donc là, rien de tout à fait nouveau. Et au milieu du 19e siècle, ce monastère était à l'abandon, cette abbaye était à l'abandon quasiment, et en voie de décrépitude accélérée, vraiment en danger de disparaître. Et ce qui l'a sauvé finalement, c'est la découverte non pas du retable d'Isenheim, qui lui était déjà connu et mis à l'abri dans la ville, mais c'est la formation d'une société qui se dédiait à la mémoire de l'artiste local du XVe siècle, Martin Schongauer, dont je vous dirai deux mots tout à l'heure. Ils ont formé une société savante qui s'est donné pour objet de faire connaître le travail de cet enfant du pays, et au-delà de ça, de lui trouver un lieu d'exposition. Et finalement, de fil en aiguille, on est arrivé à réhabiliter ce monastère pour en faire le lieu d'exposition des œuvres de Martin Schongauer, et puis au-delà de toutes les trouvailles archéologiques ou artistiques de Colmar et de sa région. Et c'est ainsi que ce fameux retable d'Isenheim, qui est sa pièce maîtresse, qui jusque-là était mis à l'abri dans une sorte de muséum municipal,
depuis la Révolution, a été donc installé dans cette chapelle en 1853, exactement. Vous voyez, donc le sauvetage du retable s'est effectué à ce moment-là. Voilà une autre façade. Voilà, donc c'est ici aujourd'hui que l'entrée principale du musée pour le public se trouve ici, dans cette aile qui a été justement récemment rénovée dans le cadre de l'extension et du remodelage du musée intervenu il y a quelques années. Et oui, progressivement, l'ensemble des collections s'est agrandi. Il y a eu d'abord un côté, comment dire, côté art et tradition populaire, qui, vous savez, est un côté muséographique qui s'est développé notamment au début du XXe siècle. Et donc, le musée de Colmar dispose d'une partie consacrée aux arts et traditions populaires alsaciennes, qui, vous savez, sont assez riches. Et puis, il y a surtout la découverte d'une mosaïque romaine dans les ruines d'une villa aux alentours de Colmar, qui a été aussi une des raisons pour lesquelles le musée a été organisé. Il y a eu aussi, progressivement, au cours du XXe siècle, une ouverture à la peinture plus moderne, d'abord celle du XIXe siècle, avec des toiles intéressantes, hein, quand on regarde attentivement. C'est pas le Louvre, mais c'est quand même un ensemble d'œuvres tout à fait intéressantes, de peintres régionaux, mais de bonne facture, et qui reprennent les thèmes en vogue au XIXe siècle, le paysage, avec notamment des paysages pittoresques des Vosges et de l'Alsace, la peinture de genre avec des scènes d'intérieur ou de vie paysanne. Bon, vous voyez, des genres bien connus et qui sont traités par ailleurs dans la peinture européenne. Et puis progressivement, c'est l'ouverture à la peinture du XXe siècle, avec à la fois une politique d'achat, d'acquisition d'œuvres, à l'occasion d'expositions qui sont ouvertes plus ou moins chaque année, au cours des années 40, 50, 60, et puis des donations, des dons faits par des particuliers qui ont largement enrichi la collection, qui fait qu'aujourd'hui, quand on visite ce qui est exposé, hein, sans compter les réserves, on a vraiment une bonne collection d'art français en particulier de la deuxième moitié du XXe siècle, et c'est vraiment très intéressant à visiter. Voilà en gros l'historique général du musée. Et bon, au passage, j'avais fait une photo du cloître qui est à l'intérieur, bien sûr, puisque le musée d'origine était simplement un grand quadrilatère avec le cloître de l'abbaye au centre. Et une remarque sur le matériau, parce que la région, vous le savez, est riche d'une architecture passée tout à fait remarquable, et souvent les bâtiments publics ou les bâtiments importants ou les maisons riches sont construites avec le matériau de prédilection de la région, qui est le fameux grès des Vosges, hein, ce grès rouge qui est caractéristique des grands monuments et des grandes bâtisses de la région, que ce soit l'Alsace ou même la Lorraine sur le côté ouest des Vosges. Donc j'avais prévu ici, vous voyez, une photo qui vous montrait un petit peu la couleur dominante souvent, soit de la pierre, soit des briques fabriquées avec les sables et les matériaux locaux. Alors, un mot sur Martin Schongauer, donc qui finalement, dont l'existence et l'œuvre a permis de sauver la fondation du musée et, in fine, le sauvetage du retable. Alors, Martin Schongauer est avant tout un graveur tout à fait remarquable, qui a vécu donc au XVe siècle et qui est né à Colmar d'un père allemand, bavarois, qui est venu s'installer à Colmar et qui finalement a fait souche là. Et donc le jeune Martin est né dans la bonne ville de Colmar. Au passage, je rappelle qu'à l'époque dont je parle, l'Alsace est terre germanique, hein, on n'est pas en France. On est dans des territoires qui sont inclus dans le Saint-Empire romain germanique, et donc ça se rapporte plutôt à, je dirais, à l'ère culturelle germanique qu'à la culture française proprement dite, ce qui permet de mieux comprendre la nature du retable d'Isenheim. Martin Schongauer fait partie de cette
grande cohorte de graveurs que l'Allemagne a donné à l'art occidental, pensez à Dürer en particulier, qui d'ailleurs, plus jeune que sa renommée l'avait atteint, puisqu'il paraît qu'il est venu en personne à Colmar voir les œuvres et rencontrer Schongauer. Donc ça vous donne un peu l'envergure de ce personnage qui est un peu méconnu. Je pense que vous ne connaissiez sans doute pas, mais en tout cas qui gagne à être connu. Et donc le musée possède un corpus d'environ 120 ou 130 œuvres, estampes, qu'il a donc gravées au cours de ces années-là, et donc qui sont principalement qui tournent autour du Nouveau Testament, de la Passion du Christ. Alors vous voyez, je vous ai choisi deux exemples de ces gravures, enfin du moins du tirage de la gravure, c'est-à-dire ce qu'on appelle une estampe, qui figure donc au musée. Mais il est aussi peintre, même s'il a laissé peu d'œuvres, environ, dit-on, une vingtaine ou une trentaine qui sont authentifiées et qui sont souvent justement des retables, donc des œuvres à caractère religieux, et qui figurent donc aujourd'hui dans des salles. Il y a deux grandes salles spécialisées, dont vous voyez ici une d'entre elles, avec des éléments, vous voyez, de ces retables qui ont été recomposés, mais qui ne sont pas complets. Ici, les retables ne sont pas complets, contrairement aux retables d'Issenheim. Alors voilà, justement, la salle, puis voilà un exemple du plus beau de ces retables, dit de Jean d'Orlier, qui en était le commanditaire, et que l'on voit ici. Comme vous savez, souvent, dans ces œuvres, le commanditaire figure quelque part, au pied du saint ou du Christ auquel le retable est dédié. Voilà donc des panneaux qui composaient un retable. Vous voyez les dates, nous sommes donc dans la deuxième moitié du XVe siècle. Il y a aussi toute une partie consacrée à la sculpture de la région, avec une riche tradition de sculpture sur bois, à la fois à caractère un peu naïf, on pourrait dire, comme par exemple, vous voyez ici l'entrée du Christ à Jérusalem, j'imagine, qui est représentée ici, de facture, on pourrait dire c'est de l'art populaire, c'est pas un art savant, sophistiqué, mais c'est néanmoins très intéressant, très agréable à regarder, et puis une tradition de sculpture plus savante qui tourne bien entendu comme la sculpture en grande partie à l'époque autour des thèmes de la Vierge en particulier ou des saints, mais beaucoup sur les thèmes de la Vierge et l'enfant. Alors je vous ai juste choisi un exemple pour vous montrer un petit peu le type de sculpture que vous pouvez voir sur place. C'est un musée qui est vraiment très complet, finalement, il y a beaucoup de choses, enfin il y a beaucoup de parties dans ce musée, et si on veut faire la visite complète de l'endroit, il faut vraiment une journée, quoi. C'est vraiment c'est impressionnant. Et puis il y a quelques pièces majeures aussi, bien connues dans l'iconographie occidentale, notamment ces deux représentations de la mélancolie, celle de Lucas Cranach à gauche, qui est quand même assez apaisée, on pourrait dire, comme vision de la mélancolie, qui est un peu ce qu'on appelle mélancolie à l'époque, ce que nous appellerons, nous, plutôt un état dépressif. Mais ça s'appelle la mélancolie. Et cette gravure très célèbre, beaucoup plus sombre, vous voyez, un personnage vraiment qui semble accablé par la mélancolie. Et quand je l'ai vu, je me suis rappelé qu'effectivement, je dirais il y a une dizaine ou une douzaine d'années, il y a eu une superbe exposition à Paris, au Grand Palais, me semble-t-il, que j'avais vu, dont le commissaire d'exposition était Jean Clerc, peut-être que vous le connaissez, il fait partie quand même des grands commissaires d'exposition, en tout cas, il a eu son heure de gloire. Et je me rappelle, ça m'a rappelé tout d'un coup, que c'est la première fois que j'ai vu cette gravure, elle inaugurait l'exposition. En fait, à l'entrée de l'exposition, il y avait cette gravure de Dürer. Et ça m'est revenu à ce moment-là, lorsque je l'ai revue sur place. Alors voilà, maintenant,
nous allons donc quitter ces salles-là et nous allons entrer dans le vif du sujet avec le fameux retable qui, vous voyez ici, je l'ai photographié pour vous montrer un peu comment dire, l'état des lieux, enfin la nature des lieux. Il est bien exposé dans la chapelle du XIIIe siècle, ici, vous le voyez, mais il est précédé par une sorte de grand narthex, on pourrait appeler ça, bien que ce ne soit pas un narthex, c'est une aile de l'abbaye, et dans laquelle on a justement exposé d'autres retables ou d'autres œuvres ou de fragments de retables qui sont en rapport avec le thème et qui permettent de mieux mesurer l'originalité, la singularité et la force aussi, la puissance de ce fameux retable dit d'Isenheim. Alors comment est-il disposé? Voilà des photos qui vous montrent mieux. Il est disposé donc sur trois rangs, on pourrait dire, hein, trois panneaux que vous voyez ici. Le premier, avec notamment, bien sûr, la crucifixion que je pense que vous connaissez tous, pour l'avoir vue au moins reproduite. C'est vraiment une des œuvres les plus considérables de l'art religieux occidental. Et puis derrière, vous voyez les deux autres séries de panneaux qui sont séparés donc du premier et qui sont. Il faut vous dire que ce dispositif est un dispositif muséographique. Ce n'est pas ainsi qu'il était disposé à l'origine dans le couvent d'Isenheim dont il est originaire. C'est par commodité qu'on a exposé ainsi les différents éléments du retable de manière à ce que les visiteurs puissent voir l'envers et l'endroit et tous les panneaux qui le constituent. Mais ce n'est pas du tout le dispositif, je dirais, liturgique d'origine. Donc ce type de retable est appelé, dans la typologie des retables européens, un polyptyque. C'est un polyptyque que je l'ai écrit, vous le voyez écrit, un polyptyque germanique à transformation, ou Flügelaltar en allemand. Donc c'est un dispositif que l'on trouve très fréquemment, qui semble être un peu la règle pour les établissements religieux qui en avaient les moyens quand même, parce que ça coûte cher à faire réaliser. En tout cas, ça semble être la règle dans les pays rhénans et dans l'Allemagne du sud de l'époque, du XVe au début du XVIe siècle en particulier, puisqu'on le retrouve aussi bien en Flandre que dans l'Allemagne rhénane donc, et en Bavière. Donc ça semble être un modèle qui s'est répandu à ce moment-là et qui a permis à plusieurs artistes de s'exprimer avec talent. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu. Alors là c'est embêtant parce que justement, dans mon montage, j'avais deux diapos superposés qui vous montraient les différents panneaux tels qu'ils étaient montrés aujourd'hui. En tout cas, voilà, le premier, le dispositif numéro 1, on va l'appeler le retable fermé. Hein, c'est celui que nous voyons en premier lorsque nous visitons les lieux. Avec donc au centre la crucifixion, à droite Saint-Antoine qui est le patron des lieux à Isenheim. Je vais dire un mot sur Isenheim. À gauche Saint-Sébastien. Il s'agit de deux saints thaumaturges, on va dire, protecteurs contre certaines maladies. Et puis ici dans la prédelle, vous voyez la déposition et la mise au tombeau du Christ. Ça c'est le premier panneau lorsqu'on rentre dans la salle. Deuxième disposition, c'est le cycle qui a rapport au Christ lui-même qui donc inclut l'annonciation ici et au final ici la résurrection. Donc on a ici l'évocation de l'ensemble du triomphe de la nouvelle foi qui va accompagner la vie du Christ. On va après le détailler, les différents panneaux un petit peu, on va regarder ce qu'il y a de plus original. Alors ensuite,
on se déplace à l'arrière, et à l'arrière, donc, il y a le coffre en bois avec la partie sculptée, qui est l'œuvre de Nicolas de Haguenau, donc, qui a travaillé avec Matthias Grunewald, qui lui est le peintre. Ils ont travaillé de concert, en particulier, paraît-il, d'après les documents, ça se serait réalisé dans l'atelier de Nicolas de Haguenau à Strasbourg, car lui, il avait son atelier à Strasbourg. Donc il y a de très belles sculptures, une partie sculptée en bois tout à fait remarquable, qui est encadrée par 2 panneaux concernant 2 épisodes remarquables de la vie de Saint Antoine, la rencontre avec Saint Paul, ici en Égypte, et Antoine aux prises avec les démons. Voilà les 3 panneaux tels qu'ils sont disposés aujourd'hui et qui reflètent peu ou prou quand même le dispositif liturgique général. Je parlais donc du fait que ce modèle de retable était répandu en gros, notamment dans les parties rhénanes. Or, nous sommes ici en Haute-Alsace, c'est-à-dire le Rhin supérieur, mais la Flandre, à l'autre bout du Rhin, et des plaines rhénanes, et le deuxième grand foyer de l'art de cette époque-là. Et j'ai trouvé comme correspondance, je pense à cette époque-là, je vous rappelais quand même, réalisé à peu près presque un siècle avant, enfin 80 ans au moins avant le retable de Matthias Grunewald, le fameux retable de l'agneau mystique qui se trouve aujourd'hui dans la cathédrale de Saint-Bavon de Gand. Et vous voyez justement le dispositif du retable fermé. Et le voilà ouvert. Vous voyez, donc là, on a vraiment un très bel exemple aussi de ces Flügelaltars, comme le disent les Allemands, de ces polyptyques mobiles qui sont donc adaptés à des moments liturgiques différents de l'année. Alors revenons maintenant au retable fermé, à la première partie. Donc ici, alors un mot sur Matthias Grunewald, qui est donc attesté entre, donc j'ai les dates j'ai noté, je crois qu'il y avait une image où j'avais noté ces dates de naissance et tout ça, voyons, mais est-ce que je les retrouve? Oui, voilà. Il est né à Würzburg, en Allemagne, en 1480. Würzburg, c'est une ville qui se trouve, je dirais, à sud-est de Francfort, dans le Württemberg, bas de Württemberg. Et il est mort à Halle, en Saxe, en 1528. Voilà, c'est date de naissance. Donc, il a navigué à l'intérieur de ces terres culturelles germano-flamandes, on va dire, et donc il a vu la peinture des grands maîtres flamands. Il connaît Jan van Eyck, je viens de vous montrer le retable de Gand, il connaît Roger van der Weyden, il connaît Dieter Boot, tous ces grands noms, vous voyez, de la peinture flamande, ou Memling, tous ces grands noms de la peinture flamande du XVe siècle qui ont dominé, comme l'Italie, la peinture européenne et qui ont souvent inspiré beaucoup d'artistes. Et à travers certaines représentations, vous verrez qu'on sent quand même, on sent assez nettement l'influence flamande chez Grunewald. Alors, quoi d'autre à vous dire à propos de ce... Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire simplement. Alors voilà, ici le retable fermé, vous voyez les dimensions, ne perdez pas de vue les dimensions. Je suppose que parmi vous, il y en a qui le connaissent. Je crois qu'on est frappé lorsqu'on est devant cette œuvre, qu'on a, je pourrais dire, à niveau, on l'a vraiment devant soi. J'imagine que les fidèles ne l'avaient pas aussi près que nous. Il était posé sur un autel, il était dissimulé en partie à l'intérieur d'un jubé, à un moment donné, donc les fidèles n'avaient pas forcément une vision directe, frontale, comme nous pouvons l'avoir, nous, aujourd'hui. En tout cas, lorsqu'on est confronté, c'est le cas de le dire, à cette œuvre, on est face à des personnages qui sont à peu près grandeur nature. Vous voyez? C'est ça qui est aussi assez frappant. Vous voyez les dimensions. En hauteur, ici, ça fait
presque 3 mètres, 2,92 m, et en largeur 6 mètres. Donc vous imaginez ces personnages, comme ici Saint-Antoine, ils sont à peu près à taille humaine. Vous êtes confronté à des hommes qui sont exactement de votre taille. Et ça ajoute, je crois, à la force de l'œuvre. Alors donc là, je pense que tout le monde connaît cette fameuse représentation du Christ et du martyr du Christ sur sa croix, mais on a rarement atteint un tel niveau de représentation de la souffrance humaine. Je crois que, en ce sens, tous les gens qui voient ça comprennent bien qu'on est face à une œuvre qui parle de la souffrance humaine en général et qui la montre dans son état le plus direct, le plus physique, puisque lorsqu'on regarde de plus près certaines parties du corps, on voit vraiment un corps qui est déjà entré, on pourrait dire en putréfaction, qui est largement abîmé par le martyre du Christ sur sa croix, où il y a encore les traces, les stigmates de la flagellation, ici sur son buste et sur ses hanches. Je vous ai épargné les pieds en bouillie qui sont en bas de l'image. Bon, mais il y a vraiment une représentation, on pourrait employer un mot un peu anachronique, mais disons-le, hyper réaliste, une représentation hyper réaliste de la mort et de la souffrance qui frappe tout visiteur. On va revenir à la représentation générale. Donc, le Christ est encadré sur l'image par, à sa droite, Jean-Baptiste, ici, qui le désigne avec ce doigt impérieux, là, vous voyez, qui vraiment est très visible sur la toile, d'autant plus que vous remarquerez que l'artiste a pratiqué une technique, on pourrait dire, ténébriste. Tous les fonds sont sombres, ce qui fait que tous les personnages, avec leurs couleurs, se détachent particulièrement de ce fond où les détails se perdent un petit peu dans l'obscurité. Alors on retrouve ici, comme personnage évidemment, je disais Jean-Baptiste, qui est tout à fait incongru. C'est une fantaisie de l'artiste, de l'avoir représenté Saint Jean-Baptiste qui n'a jamais été à la crucifixion, il est mort avant. Donc c'est une invention de l'artiste dans des buts religieux, accompagné de l'agneau de Dieu ici, et le calice. Ici donc on retrouve la Vierge avec son vêtement blanc tout à fait étonnant, soutenu par Saint Jean, et Marie-Madeleine, tordue par la douleur. Vous voyez également le mouvement de torsion des personnages qui est imprimé notamment par le corps de Marie-Madeleine et ses bras tendus. Voilà, il y a tout un jeu de courbes dans cette composition, y compris sur la croix, qui, vous le voyez par exemple ici, est courbe, ce qui est assez singulier. C'est très rare, moi je ne me souviens pas d'avoir vu des crucifixions où le montant horizontal est représenté comme ceci. Alors, pourquoi Saint-Antoine et Saint-Sébastien de part et d'autre? Parce que d'abord, ce retable a été peint pour une confrérie basée à Isenheim, qui est à une vingtaine de kilomètres de Colmar, et qui a commandé donc cette œuvre à Grunewald. Et je voulais dire donc, Saint-Antoine est donc le patron de cette confrérie, Saint-Antoine étant censé être le patron fait partie de ces saints qu'on appelle thaumaturges, guérisseurs si vous voulez, qui donc est censé protéger les fidèles d'une maladie terrible qui sévissait à cette époque-là, qu'on appelait le mal des ardents ou le feu de Saint-Antoine, et qui était provoqué par l'ergot de seigle, ou en tout cas on sait aujourd'hui par les moisissures, les champignons qui se développaient sur le seigle, mal conservé, souvent trop humide,
et qui donc touchait des milliers de gens à l'époque, qui étaient donc contaminés par cette maladie qui était absolument affreuse, qui se traduisait, je vous en montrerai un exemple tout à l'heure, par des pustules absolument abjectes et par une atteinte également de type gangréneux qui provoquait donc une pourriture littérale des membres qui pouvaient être amputés, notamment à l'établissement d'Issenheim, qui avait pour spécialité ou pour réputation de pouvoir guérir les malades, avec en particulier un liquide qui était censé avoir été en contact avec les reliques du saint. On croit beaucoup, on est en plein culte des reliques à ce moment-là, et donc on a administré aux patients un liquide qui était censé avoir été au contact des reliques, qui était une macération d'herbes et de plantes de type médicinal en réalité. Et puis cet établissement pouvait également, paraît-il, procéder à des amputations sur des membres profondément gangrénés qui se présentaient à lui. Donc cet établissement recevait beaucoup de patients et également donc des dons de la part de ces malades ou de leurs familles qui leur permettaient donc d'avoir des moyens assez importants, d'où la commande, qui est quand même une commande de prestige. Voilà pour quelques mots à propos de Saint-Antoine qui est représenté ici. Quant à Saint-Sébastien, toujours représenté percé de ces flèches, le supplice que lui ont infligé les Romains, il est censé, lui, protéger et guérir de la peste. Donc voilà, le Christ, rédempteur de l'humanité, est encadré par deux saints qui, à leur manière, également œuvrent à sauver un petit peu l'humanité. En bas, sur la prédelle, vous remarquez donc la mise au tombeau, avec de nouveau la Vierge et son vêtement blanc, toujours le même personnage, Saint Jean, et Marie, Madeleine, complètement éplorée. Alors vous remarquez au passage la qualité des couleurs aujourd'hui, après restauration. Cette restauration, donc, j'en profite pour en dire quelques mots maintenant, cette restauration qui est tout à fait récente. C'est ce qui m'a poussé à aller d'ailleurs faire un saut à Colmar, sachant que la restauration a été terminée simplement en 2022. Elle s'est déroulée pendant plusieurs années. On a restauré. Alors, ce qui avait d'intéressant, c'est que le choix a été fait de restaurer sur place, de ne pas soustraire les œuvres à la vue des visiteurs. Donc, les visiteurs pouvaient visiter la chapelle. Les œuvres et les restaurateurs étaient protégés par une grande baie vitrée, si vous voulez, ou de plastique transparent. Et donc ils œuvraient, ils travaillaient à la vue des visiteurs qui donc ne pouvaient pas là circuler derrière les œuvres comme on peut le faire en temps normal, mais qui pouvaient quand même voir, en gros, de manière générale, les œuvres exposées, et qui pouvaient donc éventuellement, de temps en temps, quand le restaurateur s'y prêtait, poser des questions sur le travail en cours. En tout cas, un travail très rigoureux qui a été supervisé par une commission scientifique de très haut niveau et qui a donc œuvré pendant 4 ans, en gros, à la restauration, qui a coûté pas mal d'argent. Et on a aussi restauré toute la statuaire en bois qui, elle, a été démontée très soigneusement et transportée à Paris dans un atelier spécialisé qui dépend des musées nationaux et qui a donc a reçu également une restauration magnifique. Par contre, à noter que tout le cadre en bois doré qui existait et dont on connaissait l'existence par la description qui a été faite au XVIIIe siècle de ce retable, car ce qui a contribué à le sauver aussi, c'est le fait que quelques années avant la Révolution, en 1781, un érudit local a fait in situ une description complète du retable qui a permis ensuite d'abord ça lui a donné une certaine notoriété, et ensuite, pendant les années de la Révolution, il a été mis à l'abri à Colmar, et donc ça a permis ensuite de le reconstituer exactement comme il était à l'origine.
Et donc, c'est la seule chose qu'on a perdue, c'est l'encadrement en bois doré qui, paraît-il, d'après le descriptif était tout à fait magnifique, mais qui lui a disparu et qu'on a remplacé par simplement, vous voyez ici, des supports métalliques très sobres qui n'altèrent à rien donc les œuvres et qui permettent au contraire de les mettre en valeur. Alors voilà pour cette partie. Alors voyons maintenant, voici la deuxième ouverture, enfin la première ouverture, deuxième partie donc qui est consacrée à l'accomplissement, l'avènement de la nouvelle loi, avec en particulier donc ici à gauche l'Annonciation, ici le concert des anges qui accompagne la gestation, on pourrait dire, de l'enfant Jésus, la nativité elle-même ici, et pour finir donc, puisque la crucifixion on l'a sur la partie, sur le premier panneau, on a ensuite ici le triomphe final du Christ avec sa résurrection et son élévation au firmament. Donc on va regarder un petit peu ces différentes parties. Et puis vous voyez qu'ici la prédelle n'est plus une prédelle peinte, mais sculptée avec le Christ et ses apôtres, de part et d'autre. Voyez, voilà. Alors ça c'est donc la partie que l'on peut voir à l'arrière. Alors il y a notamment cette étonnante annonciation qui est donc tout à fait surprenante. Vous voyez qu'on retrouve ici le geste impérieux qu'on avait sur la crucifixion de Saint Jean-Baptiste désignant le Christ comme le fondateur, celui qui doit... Il y a écrit à côté de Saint Jean-Baptiste, il y a écrit en latin, en gros, je dois m'effacer là où tu vas monter, en désignant le Christ, la nouvelle foi. Et là, on retrouve ce geste de l'archange Gabriel qui donc annonce à la Vierge ce qui va arriver. Et vous remarquez au passage que la Vierge ici est représentée non pas dans une attitude, comment dire, calme et pénétrée de l'importance de ce qui lui arrive, comme dans la peinture, je pense spontanément, vous connaissez sans doute tous, l'Annonciation, c'est universellement connu, l'Annonciation de Fra Angelico, qui se trouve à Florence, qui respire l'apaisement. On voit une Vierge au visage ouvert, apaisé, donc on a une composition tout à fait apaisée d'ailleurs, très, très calme. Et là au contraire on a quelque chose de mouvementé, où on voit une Vierge absolument surprise et quelque peu effrayée, on pourrait dire, inquiète en tout cas, de ce qu'on lui annonce. Et c'est quand même un événement tout à fait particulier qui lui est annoncé. Donc il y a de quoi être un peu étonné et un peu inquiète. Et vous remarquez, alors ça c'est le travail de restauration a permis de mieux mettre en valeur tous ces éléments qui étaient un peu effacés dans l'état ancien. Vous voyez donc ici la colombe ailée de l'Esprit Saint qui vient donc s'inscrire dans la composition. Le tout se trouve dans une chapelle très, 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 très belle, une chapelle de style gothique, où l'on voit ici, alors j'avais fait un gros plan mais il a disparu au montage. Ici, vous voyez ici ce personnage en grisaille qui surmonte la scène, c'est le prophète Isaïe, car le prophète Isaïe a annoncé la venue d'une vierge qui porterait le Fils de Dieu. Donc dans les prophéties de la Bible de l'Ancien Testament, il y a des gens, l'annonciation est déjà annoncée, si j'ose dire. Alors il est donc ici là représenté en rappel, et voilà donc vous voyez le cadre général qui s'inscrit dans une chapelle de style gothique un peu semblable à celle dans laquelle se trouve le retable aujourd'hui. Au centre donc on a à la fois deux panneaux, le concert des anges, une magnifique composition, mais je vais en dire quelques mots, et puis ici une nativité, une femme à l'enfant, une vierge à l'enfant Jésus, tout à fait remarquable. Alors passons
Ici, il y a la partie consacrée au concert des anges. Vous voyez que eux, ils s'inscrivent dans un décor aussi tout à fait étonnant, remarquable, avec des décorations où sont représentés les prophètes de l'Ancien Testament, en particulier, on les retrouve là. Et puis on a toute une cohorte ici d'anges, musiciens, qui demandent quand même un petit commentaire parce qu'ils sont un peu mystérieux, il y a quelque chose d'un peu énigmatique dans certains détails de ces anges. Et on va essayer de voir un peu plus en détail. Donc vous voyez ici les anges musiciens. Donc en remontant, on voit que on a toute une cohorte de personnages qui semblent être des anges, mais c'est pas tout à fait clair. En tout cas, ça devient un petit peu mystérieux là au fond. On se demande qui sont ces personnages. Ce qui fait que ces anges musiciens qui sont censés accompagner la venue de l'enfant divin, ils ont quand même un statut un petit peu ambigu, je trouve. Il y a des interrogations autour de ces représentations. Et vous remarquerez aussi quelque chose que j'ai oublié de dire au passage, on a une série de nimbes qui viennent ponctuer la composition. On les retrouve, bon ici on ne la voit pas très bien, mais il y a donc, vous vous rappelez, la colombe ailée ici, qui est elle-même inscrite dans un nimbe clair, puis ici une représentation de la Vierge dans la tente, ici, puis ici bon, la présence au firmament de Dieu le Père, qui supervise toute l'opération, on pourrait dire, et puis surtout la résurrection avec ici ce magnifique nimbe qui entoure le Christ ici, donc tout à fait magnifique. Alors vous avez donc comme ça, dans chacun des panneaux, une sorte de rappel, vous voyez, de continuité qui lie un panneau à l'autre. Alors, je reviens à ma composition ici, donc les anges musiciens. Voyons si j'avais séparé. Oui. Oui, bon. Ah, voilà, je voulais vous montrer. Bon, voilà, ici, j'avais cadré un peu plus serré pour que. Enfin, j'ai dû, je vous avoue, il y a à la fois des photos que j'ai pu faire moi et des photos que j'ai été pêchées sur Internet, en particulier sur le site du musée qui est très bien fait. Si vous voulez avoir un complément d'information, si ça vous intéresse, je vous recommande le site du musée qui est tout à fait remarquable, très pédagogique, très clair, avec beaucoup d'informations sur tout l'ensemble des collections et en particulier sur le retable. Donc vous y verrez souvent des plans un peu serrés des œuvres qu'on a du mal, nous en tant que visiteurs, qui ne sommes pas des photographes professionnels et qui ne pouvaient pas travailler dans les meilleures conditions de lumière. Donc moi, il m'arrive de ne pas pouvoir faire des photos qui pourraient être intéressantes parce que j'ai des problèmes de lumière ou d'éloignement, etc. Donc, en général, je complète avec ce que je peux trouver sur Internet, qui est aujourd'hui une source quand même tout à fait intéressante pour faire un travail de ce type. Alors ça, c'est l'exemple justement de documents que j'ai tirés sur Internet et qui sont vraiment intéressants. Regardez un peu l'allure, le visage de ces anges. Je dirais que ce n'est pas une représentation tout à fait rassurante. C'est curieux pour une représentation des anges musiciens qui sont censés chanter les louanges de l'événement à venir. Et je dirais qu'il y a même quelque chose d'un peu inquiétant quand on voit ce fond là ici de toile, vous voyez, avec des créatures qui sortent de l'obscurité à peine. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de tout à fait énigmatique, pas rassurant en tout cas, pas complètement rassurant. Surtout quand on regarde ici ce personnage couvert de plumes, avec une crête ici, dans des teintes verdâtres, ce qui n'est pas de bon aloi, dans la symbolique des couleurs, et qui semble être plutôt une représentation de... On peut se demander si ce n'est pas une représentation de Lucifer. Lucifer, dont vous vous rappelez,
était à l'origine Lucifer, Lux, et le plus beau des dieux, le plus beau des anges, hein, qui s'est rebellé, bon, bien. Donc peut-être est-ce là aussi, symboliquement, de la part de Matthias Grunewald, le rappel, enfin, ou l'annonce de ce que sera le combat, hein, du Christ entre les forces du bien et les forces du mal, si l'on veut schématiser un petit peu. Voilà en tout cas comment on peut interpréter cette composition qui est quand même assez énigmatique et qui demande vraiment beaucoup d'attention. Et alors maintenant que la restauration a été faite, il y a tout un tas de détails que l'on peut voir plus facilement qu'autrefois. Je me suis permis de rapprocher, de comparer en tout cas, cette œuvre de celle-ci. Hein, vous voyez, 50 ans avant ou 30 ans avant, le grand peintre flamand, Hans Memling, a peint c'est une peinture, hein, c'est pas une fresque, une peinture, à tempéra, je crois. En tout cas, vous voyez qu'ici, la représentation des anges musiciens n'a rien à voir. On a, vous voyez, une composition horizontale, qui inspire le calme, qui n'est pas du tout angoissante et inquiétante, comme peut l'être un petit peu cette représentation des anges musiciens, qui a plus l'allure d'une chute des anges, hein, que d'une sorte d'annonce apaisée et lyrique un petit peu de la venue du Christ. En tout cas, voilà, là je vous livre un petit peu ce qui me vient à l'esprit quand je travaille à un sujet comme ça. Il y a évidemment des correspondances qui se font avec ce que je connais par ailleurs de l'art européen de la même époque, plus ou moins. Ce qui me permet, enfin, je vous le livre comme je le passe, simplement. Souvent, on a comme ça des flashs qui vous viennent et ah oui, ça me fait penser à ça. Donc, j'essaie de l'introduire dans ma présentation. Alors voilà, maintenant, disposer bizarrement, puisque l'un normalement est à droite et l'autre est à gauche, l'Annonciation et la résurrection du Christ. Mais c'est surtout pour la résurrection du Christ que je voulais vous le montrer. Vous voyez la composition, vous voyez ici le tombeau dont il a surgi et comment le mouvement ascendant est suggéré par les plis de cette espèce du suaire, hein, qui accompagne le mouvement ascendant du Christ de la résurrection avec les soldats endormis selon la tradition du récit évangélique. Alors voilà donc cette composition générale où également le travail de restauration a permis de mettre en valeur ce firmament étoilé qui n'était pas très visible dans l'état antérieur. Ici, voilà de plus près, un plan plus serré, vous voyez, avec ce nimbe absolument magnifique qui entoure donc le Christ qui semble, dont le visage semble se fondre, hein, dans ce nimbe jaune, entre jaune, orange et rouge. C'est tout à fait remarquable et saisissant, vraiment, voilà, une représentation absolument, comment dire, remarquable, enfin, de cet épisode. Voilà un plan plus serré encore, vous voyez, où les couleurs, vous remarquez à quel point les couleurs, grâce à la restauration, ont été remises en valeur. Alors là encore, on ne peut pas s'empêcher de penser spontanément à une autre fameuse résurrection, qui est celle de Piero della Francesca, qui se trouve donc en Toscane, et qui a été peinte, vous le voyez, vers 1465, c'est-à-dire environ 40 à 50 ans avant celle de Matthias Grunewald. Elle se trouve donc à Borgo San Sepolcro, qui est une petite ville près de en Toscane, où donc cette fresque se trouve aujourd'hui exposée au musée municipal, alors qu'elle était à l'origine dans une église, et qui a là aussi, de même que le retable lui-même est un rescapé, hein, il a été
il aurait pu disparaître, le tourbillon de la Révolution en particulier. Bon, il a été sauvé, donc c'est un miraculé un petit peu, si j'ose dire. Et celui de Pierre de la Francesca est aussi un miraculé parce que en 1943, lors de la campagne des Alliés qui remonte en Italie depuis le sud, après avoir dévasté le mont Cassin, où s'étaient fortifiés les Allemands, ils remontent vers le nord, ils arrivent en Toscane, et pour l'anecdote, les Américains commencent à bombarder Borgo San Sepolcro, où s'était retirée une garnison allemande, et au bout d'un moment, paraît-il, un lieutenant américain qui avait une certaine culture, comme quoi la culture, ça sert parfois à quelque chose, avait entendu parler de cette fameuse fresque de Piero della Francesca exposée dans cette église, et il s'est arrangé, enfin il a fait cesser le tir, en tout cas, bon, il a sauvé par son intervention cette fresque qui aurait pu disparaître dans les bombardements, comme a failli disparaître au même moment la fameuse fresque de Léonard de Vinci, la Seine, à Milan, dans le bombardement d'un couvent à la fin de la guerre en 1945. Donc, on a affaire à des miraculés. Mais au-delà de ça, ce que moi je trouve, quand j'ai vu cette résurrection du Christ, c'est absolument saisissant. Là aussi, on est avec un personnage qui a à peu près la taille d'un homme, en gros, sur la toile, sur la fresque, mais qui, par sa représentation, paraît surhumain. Vous voyez, on a l'impression d'avoir affaire à un personnage qui est beaucoup plus grand que vous, alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Mais il est animé, vous voyez, par un mouvement qui, lui, le porte vers l'avant, et qui, donc, est beaucoup plus, beaucoup plus volontaire. On a un Christ qui a l'air plutôt d'un Christ combattant, presque, je dirais, alors que dans le retable d'Isenheim, on a un Christ qui est tout un être de lumière, vous voyez, qui se fond dans le firmament et qui est une représentation tout à fait différente, une interprétation tout à fait différente de la signification de la résurrection. Ceci étant dit, passons au troisième panneau, qui est donc le cœur du retable, avec le coffre en bois, qui permettait de replier l'ensemble aussi à l'origine. Hein. Alors ici donc, au centre, je rappelle que c'est des sculptures de Nicolas de Haguenau. Nous avons Saint-Antoine, ensuite nous avons Saint-Augustin, et que je ne me trompe pas, Saint-Jérôme. Voilà, les trois saints qui sont là, représentés, Saint-Antoine, Saint-Augustin et Saint-Jérôme. Avec de part et d'autre, deux épisodes de la vie de Saint-Antoine. Ici, Saint-Antoine qui se rend auprès de Saint-Paul, qui n'est pas ici le Saint-Paul de l'Évangile, mais qui est un Saint-Paul qui vit au désert, dans la Thébaïde, c'est-à-dire en Égypte, et qui est donc visité par Saint-Antoine. Et ici, Saint-Antoine lui-même, avec un épisode très connu qui est de Saint-Antoine aux prises avec les démons qui viennent le harceler et essayer donc de l'attirer dans leur monde et de l'arracher à Dieu qui est là en haut, ici, hein, représenté toujours au firmament, qui domine la scène. Ensuite, donc, ici se trouve comme un peu par tradition le commanditaire de l'œuvre, qui était donc le maître de l'ordre des Antonins d'Isenheim, qui a commandé l'œuvre et qui l'a en grande partie financée, ici. Voilà. Et donc tout ceci, comme je vous l'ai dit, a été restauré à Paris dans les ateliers spécialisés. Alors regardons d'un plus près, est-ce que je l'ai là? Oui. D'accord. Voilà la partie, voilà telle qu'elle est. La photo que vous venez de voir, c'est une reconstitution. Mais ce n'est pas comme ça que vous la voyez quand vous êtes sur place. Sur place, vous avez la partie sculptée qui est à part, et les panneaux se trouvent derrière vous à ce moment-là. Vous voyez, donc, on n'a pas tout à fait l'idée exacte du dispositif d'origine. En tout cas, voilà maintenant,
ces deux panneaux qui ont été ici juxtaposés pour la commodité. On voit donc ces deux scènes qui sont en réalité, dans la réalité normalement, elles devraient être à gauche et à droite, et non pas comme elles sont ici. Donc vous voyez ici Saint-Antoine qui rend visite à Paul, qui est donc un ermite vivant au désert, mais comme on est dans un désert égyptien largement fantasmé, il a plus l'allure d'une forêt tropicale que d'un désert égyptien. Hein. Alors vous voyez palmiers, puis des plantes un peu, des plantes qui font partie de la forêt tropicale plutôt. Et ici vous voyez un corbeau, parce que dans la légende, le corbeau apporte chaque jour à Paul un pain. Et ce jour-là, comme il a un visiteur, il en apporte deux. Donc voilà, rapporter la légende exacte de Paul. Ensuite, vous voyez ici la représentation des démons qui assaillent Antoine et auxquels il va devoir résister. Tous les saints au désert sont assaillis par des tentations. C'est un thème récurrent dans la littérature chrétienne de l'époque, dans les récits en tout cas hagiographiques qui ont suivi, par exemple celui de Pierre de Voragine qui raconte souvent les vies des saints, choses comme ça, dans des belles histoires on pourrait dire. Donc dans ces belles histoires, il y a évidemment bien souvent pour les saints se vouant ou les ermites solitaires, les diverses tentations qui peuvent assaillir ces chrétiens. Ce qui est intéressant dans cette toile aussi, c'est ici au coin à gauche une représentation probable de ce qu'était l'état de certains malades atteints par cette maladie de l'ergot du seigle, avec, vous voyez, ces pustules absolument répugnantes, on pourrait dire, qui constellent le corps, et ici un moignon qui témoigne effectivement de la gangrène qui peut gagner ses membres. Alors voilà sans doute une représentation assez réaliste de ce que pouvait être l'état de ces malades à qui régulièrement on les amenait devant le retable avec la crucifixion, la position du retable fermé, et on espérait que la vue des souffrances du Christ les amène à relativiser leurs propres souffrances. Je ne sais pas si ça marchait, mais en tout cas c'était le but. Voilà en tout cas un personnage tout à fait singulier à remarquer dans un des coins de cette toile. Ensuite donc j'ai fait quelques gros plans de ces statues en bois tout à fait remarquables, vous voyez. Donc Saint-Antoine, Saint-Augustin et Saint-Jérôme, le commanditaire de l'œuvre, ici donc le Christ et ses apôtres, et puis voilà. Voilà pour la partie du retable d'Isenheim. Je suis prudent dans mes commentaires. Moi, je vous avoue honnêtement que je n'ai pas de culture ni chrétienne ni catholique. Donc je ne m'avance pas toujours sur des terrains que je connais mal. Je me contente souvent d'un commentaire général, une analyse des œuvres, de leur composition, des personnages, de ce que j'en sais, mais je ne peux pas me livrer à des interprétations que vous trouverez par contre dans des ouvrages plus savants et où vous verrez évidemment des hypothèses sur les différentes représentations que l'on trouve sur ce retable. En tout cas, vous avez affaire là à quand même une œuvre majeure de l'art religieux occidental, toutes époques confondues, et donc je vous recommande, si vous avez l'occasion de traverser la région, d'aller en Alsace ou dans ces régions-là, du nord-est de la France, de faire un saut à Colmar, qui par ailleurs est une ville magnifique en tant que ville, qui est d'ailleurs un des principaux points touristiques d'Alsace et fréquenté par le tourisme. Donc à tout point de vue, l'escale, un arrêt à Colmar s'impose si vous êtes dans la région. Et nous passons maintenant à l'extension donc du musée et son remodelage sous la houlette donc du cabinet de ces deux architectes suisses
Pierre Herzog et Jacques de Meuron, qui ont leur cabinet à Bâle, et donc on pourrait dire qu'ils sont venus un peu en voisin pour participer à la rénovation du musée qui, je vous le rappelle, explosait dans ses murs. Au départ, il n'y avait que le quadrilatère de l'abbaye, et donc on n'avait plus assez de place pour loger, en particulier les collections modernes, les collections du XIXe siècle, et donc c'était devenu un impératif que de trouver une solution à tout ça. Il a été fait appel après concours à ce cabinet qui était déjà très célèbre, hein, c'est vraiment des stars de l'architecture mondiale, je ne sais pas si tout le monde les connaît, mais pour rappel, simplement pour vous dire, vous montrer quelques œuvres qui les ont rendues célèbres. Vous voyez, par exemple, la rénovation, la réhabilitation et la rénovation et la transformation d'une ancienne centrale thermique à Londres, qui est devenue la Tate Moderne. C'est juste en face de la City, on est en face de Saint-Paul, hein, là. Ensuite, autre œuvre importante qu'ils ont fait mondialement connaître au cours des années 2000, c'est eux qui ont réalisé le fameux nid d'oiseau, comme on l'a appelé, le stade olympique de Pékin pour les JO. De même que autre stade moins connu, mais quand même très beau, à Bordeaux, le stade Matmut Atlantique qui se trouve au nord de Bordeaux, au-delà du pont d'Aquitaine, vous voyez, dans ce secteur de Bordeaux où il y a le parc des expositions. C'est un très beau stade conçu pour le football, pour le club des Girondins de Bordeaux, mais qui est vraiment très très beau, très aérien, vous voyez, qui est une très belle structure, magnifique à voir si vous visitez Bordeaux. Autre réalisation remarquable qui nous rapproche un peu de leur travail aussi, c'est la transformation d'anciens entrepôts, des docks sur l'estuaire de l'Elbe, dans le port de Hambourg, en philharmonie, vous voyez, avec l'ajout au-dessus des anciens entrepôts de cette superstructure magnifique qui chapeaute donc l'édifice aujourd'hui et qui est la porte d'entrée aujourd'hui du port moderne d'Hambourg. Voilà donc quelques œuvres pour vous les situer. Ce sont vraiment leur cabinet est mondialement connu et donc c'est un honneur de les avoir reçus à Colmar pour réaliser cette extension dont voici la maquette. Voici là l'ancien musée. Vous voyez le quadrilatère de l'abbaye avec la chapelle que je vous ai montré. Et voici les bâtiments nouveaux, enfin un bâtiment nouveau, un bâtiment ancien intégré dans cette extension, et puis tout le dispositif qui lie l'un à l'autre, qui fait qu'on a affaire à la fois à un travail d'ordre architectural, mais aussi urbanistique et muséographique. C'est ces trois aspects que je vais essayer de vous montrer maintenant. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, comme l'atteste cette photographie ancienne, là où il y a aujourd'hui l'extension qui a été réalisée, se trouvait une ancienne ferme qui est démolie depuis fort longtemps, elle n'existait pas depuis la fin 19e je crois, qui s'appelait Lackerdorf. Et voilà une photo, vous voyez, avec ces toits tout à fait caractéristiques de la région qui donc marquaient l'entrée de ce domaine agricole qui dépendait, je crois, de l'abbaye et qui était bordé par un canal qui, au fil du temps, avait disparu. Donc avait disparu à la fois la ferme, le canal, et donc l'espace était complètement transformé. Et on avait bâti ici, à l'époque, au début du XXe siècle, à la place de la ferme, les bains publics municipaux, au début du XXe siècle, donc à l'époque où l'Alsace et Colmar étaient intégrés au Reich allemand. C'était une province de l'Empire allemand, et où donc on a construit beaucoup d'édifices qui ont marqué l'histoire urbaine de la ville. Alors, je passe, comment dire, je vous indique ça parce que justement, le propos de Herzog et de Meuron est justement de réintégrer cette mémoire des lieux dans leur proposition d'organisation de l'extension et de l'aménagement de ces abords. Car, au fil du temps, donc, le canal avait disparu, la ferme, et ici, c'était transformé en parking. Et c'était là que les cars des touristes venaient pour visiter le musée qui se trouve là, dans l'abbaye ancienne.
mais aussi des voitures de visiteurs. Donc ça n'avait plus rien à voir avec ça, et ça défigurait l'ensemble. Donc leur propos va être justement de réintégrer cet espace dans le dispositif du musée et d'en faire également une pièce de l'urbanisme de Colmar. Alors, voilà leur proposition. Sur ce coquille, on le voit mieux. Voilà l'ancienne abbaye, avec son cloître, la chapelle, où se trouve le retable. L'entrée du public se fait ici. Voilà le bâtiment des anciens bains municipaux, avec le bâtiment de la piscine là. Ça, c'est une construction nouvelle, justement, qu'ils ont voulu, qu'ils ont appelée Lakerthof, en référence à l'ancienne ferme, et qui se veut le pendant moderne de l'ancienne chapelle, comme une sorte de fausse symétrie, mais en tout cas, le pendant exactement de cette partie nouvelle par rapport à la partie ancienne. Et entre les deux, complètement remodelé, un nouvel espace piétonnier, et exclusivement piétonnier, qui en fait est à la fois un espace urbain, car public, un lieu de passage tout à fait naturel entre la vieille ville qui est là, et disons la ville plus récente qui se trouve au-delà. Donc un espace public créé de nouveau, et ils ont également recréé le canal qui avait disparu, et donc retrouvé un petit peu l'aspect de cet endroit à l'origine. Et tour de force, en tout cas, un trait de génie, je trouve, de ce projet, c'est d'avoir conçu la liaison entre les deux parties en souterrain, par une galerie qui court sous la place, et qui donc permet de faire une liaison directe, sans sortir à l'extérieur, et qui, en même temps, est une liaison physique entre les deux parties, mais également une liaison, je dirais, dans la collection, puisque c'est là qu'on va loger ici les collections anciennes, romaines, médiévales et du XVe et du XVIe siècle avec le retable, et ici donc les collections du XXe. Et entre les deux, dans cette galerie, comme une forme de transition, on va installer notamment la peinture régionale du XIXe siècle et le tout début du XXe siècle également ici dans cette partie. En tout cas, ça fait une liaison muséographique tout à fait intéressante entre les deux lieux. Et en même temps, ça recrée donc, je le répète, un espace urbain. Alors, voici une coupe qui vous montre justement à quoi ça ressemble, comment ça marche. Voilà le bâtiment ancien. Voilà le bâtiment de la piscine municipale. Voilà le canal. Voilà la galerie qui passe dessous. Et puis vous voyez la petite maison qu'ils ont reconstruite au milieu et qui rappelle la maison qui figurait sur la photo ancienne, vous vous rappelez, avec son toit pointu. Et qui est un clin d'œil, sans être, comment dire, sans être une reproduction, je dirais, un peu kitsch ou pittoresque de cette maison. Alors voilà maintenant à quoi ça ressemble. La chapelle, le bâtiment ressemblant à une chapelle qui a été nouvellement créé, le bâtiment des bains publics reconverti, le canal qui se trouve ici, et vous voyez comment tout ça est mêlé à l'espace urbain ordinaire. Vous voyez ici, terrasse de resto, vraiment dans la ville. Le musée est vraiment complètement intégré dans la vie ordinaire de la ville. C'était les faits recherchés. Voilà une autre photo prise à un autre moment avec davantage d'eau dans le canal, parce qu'au moment où moi j'ai pris la première, c'était fin du mois d'août cette année, les eaux étaient un peu maigres. Hein. Mais là donc en hiver on trouve un canal mieux alimenté qui donne plus de caractère à cette place. Alors la petite maison justement elle a l'intérêt à la fois d'évoquer le lieu ancien et en même temps de s'inscrire dans l'histoire du lieu, mais en même temps elle a une fonction pour la galerie qui est au-dessous, qui court donc là-dessous, et qui est d'apporter de la lumière naturelle. Nous voici exactement à l'aplomb de la maison dans la galerie, vous voyez en bas. Et vous voyez qu'il y a là un apport de lumière naturelle qui vient ici,
à laquelle on a ajouté évidemment de la lumière artificielle, mais qui permet de bien articuler, vous voyez, l'intérieur et l'extérieur. Et ça correspond à l'endroit où commence la partie consacrée à la peinture du XIXe siècle. Voilà, et alors vous voyez ici ce tableau tout à fait remarquable, que voici, qui est le Char de la Mort. Voilà un peintre régional, peu connu, mais qui a réalisé cette peinture assez saisissante. Vous voyez, 1851, on est vraiment au milieu du XIXe siècle, qui est tout à fait extraordinaire, où il y a à la fois, de manière assez étonnante, le Golgotha d'un côté et le drapeau tricolore de l'autre. Bon, je n'ai pas approfondi autour de ce tableau, mais enfin, il y a quelque chose de tout à fait étonnant et singulier dans cette composition, avec des chevaux qui pourraient faire penser aux chevaux de l'Apocalypse. Alors, maintenant, revenons à l'architecture. Voilà le bâtiment nouveau créé par les deux architectes en s'inspirant des volumes, de la volumétrie d'ensemble de l'abbaye, et qui s'inscrit dans la tradition architecturale locale. Vous voyez qu'ils ont choisi un revêtement en briques rouges qui rappelle, je vous l'ai montré au début, la couleur dominante du matériau utilisé souvent dans l'architecture de la région. Il s'agit donc, voilà ici, il y a à la fois le rappel des matériaux locaux avec ce revêtement de briques qui évidemment, vous l'imaginez, a des aspects différents selon le moment du jour, avec un soleil plus ou moins rasant ou plus ou moins frontal, et l'inscription également fait un clin d'œil vers le bâtiment d'origine avec des fenêtres d'inspiration gothique, ogivale, qui viennent agrémenter la façade. Voilà de plus près ce matériau, qui est très simple. Vous voyez, ce sont des briques tout à fait ordinaires, que voici. Vous voyez, c'est simplement une brique qui est utilisée localement dans le bâtiment, que l'on casse en deux, et c'est ainsi que c'est avec ça que l'on a recouvert donc la façade de la chapelle. Voilà. Ils ont également créé à l'intérieur, entre le bâtiment des bains et la chapelle, une cour, comme il en existait souvent dans les abbayes. Vous savez, il y a souvent comme ça des cours avec ce qu'on appelle les simples, par exemple, le jardin des simples, mais aussi des vergers. Et là, donc, c'est la reprise du thème du verger avec une jolie plantation de pommiers qui vient agrémenter cet espace. Moi, ce qui m'a beaucoup séduit, en dehors de la réflexion sur l'espace urbain, c'est en particulier le travail fait sur les liaisons. Il y a deux grandes liaisons verticales, l'une entre le bâtiment ancien et la galerie 19e, et à l'intérieur de cette bâtisse nouvelle, les liaisons entre les trois niveaux. Il y a à l'intérieur trois niveaux. Alors donc, j'ai été particulièrement attentif et séduit par la beauté, l'harmonie, enfin, la lumière, le travail, vraiment un beau travail d'architecture et je dirais presque de designer qui a été accompli par ce duo d'architectes à propos de ces liaisons intérieures à laquelle il faut être un peu attentif. Bien sûr, beaucoup de visiteurs ne le remarquent pas trop ou l'utilisent simplement de façon utilitaire pour monter et descendre, mais avec un œil un peu averti, comme est le mien quand même sur l'architecture, j'ai été frappé par ça et j'y suis resté assez longuement pour l'observer et m'en imprégner. Donc voilà une série de photos que m'a inspiré ce lieu. Enfin, cet endroit, vous voyez, avec les différents passages. Bon, j'en ai pêché aussi sur Internet, mais en m'inspirant de ce que j'avais vu. Et puis, le jeu, vous voyez, tout à fait sophistiqué, des lumières naturelles et des lumières artificielles à l'intérieur de ces espaces. Et avec les liaisons et les suggestions, vous voyez, on est dans un bâtiment qui offre des possibilités qui paraissent
un peu inespéré par rapport au volume. Quand on voit le volume extérieur, les volumes extérieurs, on a l'impression que c'est très simple, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de subtilité dans les circulations. Voilà, donc nous arrivons maintenant aux collections. Voilà la partie 19e, avec, donc on est là sous la place, vous voyez, sous le canal. Et on a donc la partie consacrée à la peinture de genre, notamment, ou bien aux peintures de paysages, notamment des paysages pittoresques des Vosges, avec notamment les fameux châteaux hein, qui jalonnent la montagne, vous le savez, et qui sont aujourd'hui très, très visités par les touristes. C'est la route des vins aussi, en bas. Donc ça fait partie des musts du tourisme en Alsace. Voilà ça. Et puis, on arrive donc dans la partie consacrée, dans ce que on va appeler la chapelle nouvelle, donc où se trouvent les collections d'art moderne. Donc, si vous voulez faire une bonne révision de la peinture contemporaine française des années 40 aux années 70, vous pouvez vous rendre là, à Colmar, et vous avez un très bon échantillonnage. On y trouve à peu près tous les grands courants, notamment ce qu'on a appelé l'abstraction lyrique, par exemple, ou ce qu'on appelait aussi la Nouvelle École de Paris, vous voyez, bon. Donc, vous avez là tout un échantillonnage de peintres dont on parle peu aujourd'hui parce qu'ils ont été un peu oubliés, mais qui méritent vraiment qu'on regarde leurs œuvres avec attention, et qui souvent sont de très grande qualité. Notamment, on y trouve Soulages, hein, le Soulages des années 60, vous voyez, pas le Soulages de l'Outre-Noir de la fin de sa carrière de peintre, mais plutôt le Soulages où le noir était présent, mais où il y avait aussi du brun, de l'ocre, du blanc, beaucoup plus qu'il ne l'a utilisé vers la fin de sa vie. Vous avez également ici une toile de Georges Mathieu, qui fut également, il est largement oublié aujourd'hui, mais qui fut à l'époque, aux années 60, une tête de file du courant de ce qu'on appelait l'abstraction lyrique. Très belle œuvre également. On a à l'entrée ici une reproduction en tapisserie de Guernica, que vous reconnaissez. Il y a également une toile de Picasso, là, vous voyez. Donc, on a quand même des toiles, comment dire, un corpus d'œuvres de qualité, là. Hein. Vous avez donc ici une reproduction, il n'y en a que 3 dans le monde, hein, qui a été faite sous la supervision, ou du moins avec l'autorisation du maître. Il y en a eu 3, une qui a été composée dans les années 50, et une autre dans les années 60, et une autre dans les années 70. Celle-ci, c'est celle qui se trouve donc ici, et qui, vous le voyez, a été réalisée par donc Jacqueline et d'Urbach, et donc confiée pour la réalisation à des tapissiers d'Aubusson. Je signale pour l'anecdote que la première version, qui a été achetée par Nelson Rockefeller, se trouve aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans la salle du Conseil de sécurité de l'ONU se trouve cette œuvre-là, la numéro 1, qui fut achetée par Rockefeller, dont je vous rappelle qu'il a été le mécène de l'ONU, puisque c'est lui qui a offert le terrain à New York, où se trouve aujourd'hui le siège de l'ONU. Autre œuvre remarquable, puisque nous parlons de tapisserie, une magnifique tapisserie de Jean Lursa, qui fait à peu près, je dirais, 4 mètres au bas mot de longueur, vous voyez, pour donner ses dimensions, intitulée La flamme et l'océan. Autre œuvre, alors je fais remarquer aussi au passage le choix du dispositif muséographique. Vous voyez, ici, il n'y a pas de cloisonnement avec des murs qui cloisonneraient précisément l'espace. On a donc ici des ciments, en quelque sorte, qui sont accrochés et qui sont fixés au sol aussi, mais on a l'impression qu'elles flottent un peu dans l'air, vous voyez. En tout cas, il n'y a pas de cloisonnement
physique très marquée, ce qui permet donc une grande fluidité de circulation, ce qui du point de vue mésographique est tout à fait intéressant. Alors il y a en particulier, j'ai pas multiplié les photos parce qu'il aurait fallu en faire des dizaines pour rendre compte de tout le fond, donc j'en ai fait quelques-unes simplement qui m'ont paru intéressantes. Ici il y a toute une salle consacrée à Dubuffet, dont vous reconnaissez ici une sculpture, par exemple. Ici, c'est une toile de Leroy, je crois, avec un peintre qui a pratiqué une peinture vraiment avec une pâte très, très épaisse, vous voyez, avec une volonté de matière sur la toile tout à fait étonnante. Vous remarquez ici une petite compression de César, un morceau là, par exemple. Oui, donc on a un échantillonnage comme ça d'œuvres tout à fait significatives et représentatives. Voilà un Georges Mathieu, largement oublié aujourd'hui. Il paraît qu'il commence à être réhabilité sur le marché de l'art. On vient de consacrer à Paris une exposition à Nicolas de Staël. Donc j'ai photographié ce tableau qui est un portrait d'Anne. C'était une amie, ou la fille d'une amie, qu'il a peint en 1953. Très belle, très belle toile. Et puis on terminera un peu notre tour d'horizon avec l'évocation d'un peintre torturé, Otto Dix. Otto Dix, vous connaissez peut-être son œuvre, c'est un artiste allemand que l'on classe habituellement parmi les expressionnistes allemands. Il a fait partie du fameux groupe Die Brücke, qui s'est formé à Dresde avant la guerre de 14, avec Kirchner notamment, et qui sont donc les représentants de cet expressionnisme allemand très, très puissant, très fort, qui a donc marqué beaucoup les esprits avant la guerre de 14 et jusqu'après, jusque dans les années 20, jusqu'au moment où un certain nombre d'entre eux ont été considérés par les nazis arrivant au pouvoir comme des artistes dégénérés, et Otto Dix en a fait partie, de ces artistes dégénérés, et donc écarté. Il n'a pas été vraiment inquiété, disons, personnellement, mais ses œuvres ont été décrochées et sorties des musées allemands. Et il a été incorporé à la fin de la guerre dans la Wehrmacht, dans certaines unités en tout cas. Je ne sais pas s'il a combattu, mais en tout cas, parce que il a combattu pendant la Première Guerre mondiale, j'ai oublié de le dire, et il a laissé, si vous avez l'occasion, puisqu'on parlait d'un polyptyque comme celui d'Issenheim, il y en a un qui est très célèbre, qui s'appelle La Guerre. J'ai oublié de le mentionner, tiens, je pense maintenant. Bon, mais alors, vous le ferez vous-même. Tapez Otto Dix, polyptyque, donc La Guerre, et vous verrez comment il a transposé dans la guerre de 14 le triptyque de Grunewald. Et vous verrez la force, la puissance évocatrice de ce triptyque. Ensuite, donc, il a été lui-même prisonnier de guerre à la fin de la guerre. Il a été capturé parmi les dernières unités combattantes de la Wehrmacht du côté, justement, de l'Alsace. Il a été incarcéré pendant un certain temps. Il a été prisonnier de guerre. Et donc, il nous a laissé quelques toiles poignantes, vous voyez, qui rappellent, vous voyez, tout à fait, vous voyez, les barbelés, hein, c'est quand même un rappel des souffrances du Christ. Et voilà également une annonciation qui est tout sauf rassurante. Hein. Bon, voilà, un peu la vision d'Otto Dix est très imprégnée par il a été un des artistes les plus imprégnés par ce retable de Grunewald qu'il a hanté toute sa vie et dont on voit qu'il sert de référent permanent à travers son œuvre. Voilà, et donc je conclus mon tour d'horizon par ceci. Voilà le dernier niveau, hein, qui est une galerie disponible pour des expositions temporaires. Et voilà donc la partie qu'on n'a pas vue, mais juste le bâtiment des bains municipaux qui a été construit à l'époque, je dirais, prussienne de l'Alsace, à l'époque où sévissait une architecture un peu lourde qu'on retrouve un peu dans toutes les villes allemandes, hein, l'architecture de l'époque du Reich,
du Reich, je veux dire, d'avant la guerre de 14, est souvent un petit peu lourde. Hein, bon. C'est du colossal, comme on disait à l'époque, avec un K. Donc voilà le bâtiment de ces bains qui a été transformé principalement en lieu événementiel. Comme il y a à la place de la piscine, on a fait une grande salle qui se prête à la fois à des expositions d'œuvres de grande taille et qui ne demandent pas de soins particuliers, comme des grandes installations, ou à de l'événementiel, comme des vernissages d'expos. Le lieu peut être privatisé, comme on dit aujourd'hui. Voilà. C'est avec ça que se termine notre tour d'horizon, un peu de la... Ça va, je suis dans les temps, c'est bon, impec. Donc, merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.